mois ont été libérés. Une libération qui intervient après un processus planifié et coordonné. Plus de détails dans cette édition. Les travaux de la 17e revue annuelle du schéma directeur de la statistique sont en cours à Bamako depuis ce jeudi 13 août 2026. Une occasion pour les acteurs du système statistique national d'évaluer les acquis et les défis du système statistique. Les Aiglons du Mali se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Afro-Basket U18 2026. Ils affronteront le Sénégal, vainqueur du Madagascar. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement votre. 82 militaires des FAMA libérés après plusieurs mois de captivité. En effet, l'état-major général des armées a annoncé jeudi 13 août 2026 la libération de 82 militaires des forces armées maliennes FAMA retenus en otage depuis le 25 avril par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition JINIM-FLA. Les militaires sont désormais en sécurité pris en charge par les services compétents. L'état-major indique que leur libération est le résultat d'un processus planifié et coordonné depuis leur capture. Le commandant salue leur courage et leur résilience, ainsi que le commandement salue leur courage et leur résilience, ainsi que le soutien de leur famille. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé par décret en date du 13 août 2026 la grâce présidentielle à Yann Christian Bernard Vézilier, ressortissant français condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Selon le gouvernement de la transition, cette mesure ne remet pas en cause les faits établis par la justice malienne au terme d'un processus jugé équitable et respectueux des droits de la défense. La grâce est assortie de l'éloignement immédiat de l'intéressé du territoire, de l'intéressé du territoire national. Le gouvernement a salué les bons offices d'un pays frère ayant contribué avec discrétion et dans le respect de la souveraineté du Mali à l'obtention de cette mesure de clémence. Il a également réaffirmé que la justice poursuit son rôle dans les procédures en cours conformément aux règles de l'état de droit. Déjà annoncé dans les titres, les acteurs du système statistique nationale sont réunis les 13 et 14 août 2026 au Centre international de conférence de Bamako pour la 17e revue annuelle du schéma directeur de la statistique. La rencontre vise à évaluer les acquis et les défis du système statistique dont l'indice de performance est passé de 63% à 75%. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Compte rendu Gabriel Keita, Alimatou Sissé, Tidjani Sidibé. Cette rencontre constitue un cadre d'évaluation, de concertation et de programmation des activités du système statistique national. Elle permet de faire le bilan des réalisations de l'année écoulée, d'identifier les difficultés rencontrées et de dégager de nouvelles orientations pour améliorer la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques officielles. Notre pays s'apprête à franchir une étape déterminante avec l'adoption prochaine du 4e schéma directeur de la statistique pour l'horizon 2026-2030. Cette nouvelle orientation interpelle l'ensemble des autorités statistiques. Elle nous invite à renforcer la coordination entre les producteurs des données, à améliorer la qualité des statistiques produites, à accélérer la digitalisation de nos processus et à promouvoir une utilisation accrue des données dans la planification, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. La statistique n'est plus seulement une affaire de chiffres. Elle est la boussole de tout développement. Sans données fiables, régulières et désagrégées, il est impossible de planifier l'avenir, de mesurer les progrès face aux objectifs de développement durable et d'apporter des réponses justes aux besoins réels de nos populations.
Ce rendez-vous intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la vision Malikura Nyatasiraka Beni Samba Flani Bioroni Saba et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. La SNDD 2024-2033, selon le directeur général de l'INSTAT, environ 70% des activités prévues ont été réalisées. Nous avons finalisé le recensement général agricole, qui est une opération majeure qui nous permet vraiment d'avoir une idée assez précise sur le secteur agricole. Le grand secteur agricole avec agriculture, élevage, pêche et foresterie. Nous avons aussi réalisé l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, qui est une enquête aussi régionale qui est réalisée avec l'ensemble des autres pays de l'UEMOA. Nous avons également réalisé aussi l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages, qui est une enquête permanente ici au Mali, que nous réalisons chaque année et qui nous permet vraiment d'avoir une idée assez précise sur les conditions de vie des ménages, la sécurité alimentaire, les dépenses de consommation et bien d'autres indicateurs précieux pour le suivi quand même des conditions de vie des ménages. Présent à la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a insisté sur l'importance de disposer de données fiables pour orienter les politiques publiques et accompagner les ambitions de développement du pays. La mise en œuvre de cette ambition nationale de long terme repose sur la capacité de notre pays à disposer d'un système statistique moderne, performant et résilient, en mesure de produire en temps opportun des données fiables et crédibles pour éclairer la décision publique et orienter les choix de développement. À travers le SDS 4 2026-2030, notre ambition est donc claire, faire de la statistique publique un levier central de la gouvernance, de la performance de l'action publique et de la transformation économique et sociale de notre pays. Au terme de cette 17e revue annuelle, l'enjeu sera de transformer les acquis enregistrés en actions concrètes afin de faire de la statistique publique un véritable outil d'aide à la décision et un levier de développement durable et inclusif. Entre sauvegarde de l'identité écologique du Mali et formation de la jeunesse, l'Institut des sciences appliquées a organisé ce jeudi 13 août 2026 une journée de reboisement des espèces locales menacées au Mali. Objectif rechercher, planter et protéger les espèces locales menacées d'extinction. Compte rendu Akela Thomas Thiro. Pour cette journée, le choix des plantes n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des variétés locales aujourd'hui menacées au Mali qui ont été soigneusement sélectionnées pour révertir la cour de l'établissement, d'où l'engagement des participants. Le choix de replanter des espèces locales n'est pas anodin. Il s'agit de préserver l'identité écologique de notre pays, de renforcer la résilience de nos écosystèmes face au changement climatique et de valoriser les savoirs traditionnels qui sont toujours accompagnés de la gestion durable de nos ressources. Le reboisement avec des espèces locales présente de nombreux avantages. Meilleure adaptation au milieu, les espèces locales sont adaptées au climat, au sol et aux conditions environnementales de la région. Préserver la biodiversité. Elles fournissent un habitat et de la nourriture à la faune locale, aux oiseaux, aux insectes, aux mammifères. Au-delà de la dimension purement environnementale, cette action constitue un pilier fondamental majeur pour l'établissement et contribuera à la formation des étudiants, comme nous l'explique la présidente de Teria Écologie. Et de biomasse. Dans notre labo, nous travaillons beaucoup sur les plantes médicinales. Nous travaillons sur leurs constituants phytochimiques et quels sont leurs potentiels phytochimiques. Et à la longue, même, nous isolons les molécules issues de ces plantes-là. Donc, nous avons eu l'occasion de connaître la richesse de ces plantes médicinales. Et en même temps, nous sommes alertés aussi par la disparition de ces espèces locales menacées. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons pris l'initiative de créer un jardin communautaire de plantes locales menacées. Ces plantes qui sont vraiment bénéfiques, qui sont notre patrimoine naturel et qui sont en voie de disparition. Nous avons pu avoir un terrain ici à l'Institut des sciences appliquées ici à Kabbalah. Et là, nous avons pris l'initiative de planter 15 espèces locales. Une vision partagée par les autorités forestières venues soutenir l'événement. Pour les représentants des eaux et forêts, les plus grands défis commencent après la plantation. Il faut s'assurer la survie des arbres. Aujourd'hui, l'Institut a choisi les espèces locales autochtones
sont très très importantes même dans les questions de protection dans les questions de protection de l'environnement. Pourquoi les espèces locales? Parce qu'elles s'adaptent mieux à nos conditions écologiques et climatiques. Et puis elles résistent mieux aux maladies et aux parasites qui se trouvent dans la localité. Donc vraiment c'est une belle initiative vraiment de préserver vraiment nos espèces locales qui sont en voie de disparition. C'est très très important. Cette journée de reboisement à l'Institut des sciences appliquées pose les bases d'une prise de conscience durable. Grâce à l'implication des étudiants et le suivi rigoureux promis par les eaux et forêts, les espèces locales du Mali trouvent ici un refuge pour assurer leur survie. Actualité oblige, parlons santé, hivernage, une période à risque. En effet, l'hivernage est synonyme de pluie, mais aussi d'une recrudescence de plusieurs maladies. Dans les centres de santé, les consultations augmentent considérablement durant cette période. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes et quels gestes adopter pour mieux les prévenir? Des éléments de réponse avec Alima Barayogo et Tidjani Sidibé. Chaque année, avec l'arrivée de l'hivernage, les centres de santé enregistrent une hausse des consultations. Selon les agents de santé, les conditions climatiques propres à cette période favorisent la propagation de plusieurs maladies, poussant de nombreux patients à se rendre dans les structures sanitaires, comme vous pouvez le constater ici, au siège comme de Missabougou. Les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, les maladies diarrhéiques et hydriques. Il y a aussi les infections respiratoires aiguës. Il y a encore les maladies dermatologiques. Actuellement, tout le monde sait qu'il y a les eaux stagnantes dues aux pluies qui permettent aussi des moustiques de se reproduire massivement. Donc, voilà un peu ça du paludisme. Maintenant, concernant les maladies hydriques et aussi les maladies diarrhéiques, sont dues aussi par les inondations qui vont mélanger les eaux de ruissellement avec les ordures. Dans les maladies hydriques, généralement, ça c'est la fièvre typhoïde. Là aussi, la fièvre typhoïde serait beaucoup plus fréquente. En ce qui concerne les maladies dermatologiques aussi, ça c'est très fréquent. Il s'agit d'infections de la peau liées à la manipulation, n'est-ce pas, des eaux sur les gens. Ne sortent pas trop pendant l'hivernage, ce qui fait que les gens se rapprochent beaucoup. Pendant ces rapprochements, ça peut transmettre des infections respiratoires aiguës. Dans la salle d'attente, les patients se succèdent. Comme beaucoup d'autres en cette saison, cette femme est venue consulter après l'apparition des premiers symptômes. Je suis venue à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. Après les analyses, on m'a diagnostiqué un paludisme et une fièvre typhoïde. Le traitement a commencé et je reçois actuellement des injections. Il m'arrive de ne pas dormir sous une moustiquaire. C'est peut-être ce qui est à l'origine de ma maladie. Face à cette situation, les professionnels de santé insistent sur l'importance de la prévention. Ils rappellent que l'adoption de gestes simples, notamment le respect des règles d'hygiène et la consultation rapide en cas de symptômes, peut contribuer à réduire les risques pendant toute la saison des pluies. Dormir sous une moustiquaire, éliminer aussi les eaux stagnantes et prendre aussi l'eau potable. Vigilance et essayer, n'est-ce pas, de prendre toutes les dispositions. En cas de fièvre, de venir très rapidement, n'est-ce pas, dans les centres de santé pour la prise en charge efficace de ces maladies. Les structures sanitaires s'organisent chaque année. Tranches d'âge de 0 à 5 ans sont traitées gratuitement contre le palu. Et encore les femmes enceintes aussi sont traitées gratuitement dans les centres. Malgré ces efforts, les centres de santé comme nous sont régulièrement, n'est-ce pas, débordés par les maladies. Mais de toute façon, on fait notre mieux. Alors que l'hivernage se poursuit, les professionnels de santé invitent la population à rester vigilante et à consulter sans tarder dès l'apparition des symptômes. Une prévention efficace et une prise en charge rapide demeurent essentielles pour limiter l'impact des maladies saisonnières et préserver la santé des populations.
À Mopti, la journée panafricaine de la femme a été célébrée avec éclat sous le thème « Accès universel à l'eau et à l'assainissement pour chaque femme, une priorité pour la vision du Mali ». Il s'agit d'un moment de célébration et de sensibilisation soulignant l'importance de l'autonomisation des femmes et la nécessité de soutenir les femmes dans un contexte de défis sécuritaires et d'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Moussa Traoré. Mopti a vibré ce 12 août 2026 au rythme de la célébration de la journée panafricaine des femmes. À l'esplanade de la maison de la femme, de l'enfant et de la famille, elles étaient des centaines à répondre présentes. Femmes et jeunes filles se sont mobilisées pour prendre part à cette importante rencontre consacrée à leurs droits, leur autonomisation et leur bien-être. La cérémonie était présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti. Au cœur des échanges, une préoccupation majeure, l'accès des femmes à l'eau et à l'assainissement. Un enjeu qui touche particulièrement les femmes et les filles et qui nécessite, selon les organisateurs, des actions concrètes et durables. Malgré les importantes ressources hydriques dont dispose Mopti grâce au fleuve Niger et au delta intérieur, de nombreuses localités continuent de faire face à des difficultés d'accès à une eau potable de qualité et à des infrastructures d'assainissement adéquates. Cette situation est accentuée dans certaines zones par les effets du changement climatique, les défis sécuritaires, les déplacements des populations et la pression démographique. Au-delà de la célébration, la rencontre a permis de rappeler les efforts engagés par les autorités pour améliorer les conditions de vie des femmes et renforcer leur autonomie. L'exécutif régional a notamment insisté sur les différentes initiatives mises en œuvre au niveau national en faveur de l'émancipation et de l'épanouissement des femmes. Ce sont malheureusement les femmes et les filles qui supportent le plus gros fardeau. Elles parcourent souvent plusieurs dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en eau potable, consacrant un temps précieux qui aurait dû être investi dans l'éducation, les activités génératrices de revenus ou le bien-être familial. Au-delà des difficultés économiques, cette situation les expose également à de nombreux risques sanitaires, sociaux et sécuritaires. Autre temps fort de cette journée, les causeries débats autour du thème de cette édition. Accès universel à l'eau et à l'assainissement pour chaque femme, une priorité pour la vision du Mali. Des initiatives d'autonomisation économique ont également été lancées. Objectif, encourager l'entrepreneuriat féminin et faciliter l'accès des femmes aux ressources financières. La cérémonie s'est achevée par une remise de distinction à plusieurs personnalités engagées dans la promotion des droits des femmes à Mopti. Une manière de saluer leur engagement, mais aussi d'encourager autres acteurs à s'investir davantage pour l'autonomisation des femmes. Sport, football, le Malawi et le Cameroun se retrouvent en finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Les deux sélections ont décroché leur billet pour la finale à l'issue des demi-finales disputées ce mercredi 12 août à Rabat. Le Malawi a dominé l'Algérie 3-1, tandis que le Cameroun a éliminé le Maroc au tir au but 3-1 après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations. On fait le point avec notre envoyé spécial, Delika Guindo, au Maroc. Deux demi-finales, deux scénarios différents, mais un même dénouement. Le Malawi et le Cameroun sont les deux finalistes de cette 14e édition de la CAN féminine. Au stade olympique de Rabat, le Malawi a créé la sensation en dominant l'Algérie 3-1. Les Malawites ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Tabinta Chawinga a ouvert le score avant que sa sœur Timwa Chawinga ne double la mise. L'Algérie a tenté de revenir dans la partie, mais le Malawi a finalement inscrit un troisième but pour sceller sa qualification. Les trois réalisations malawites portent la signature des deux sœurs Chawinga. Tabinta ayant inscrit un doublé, une qualification historique pour le Malawi qui dispute sa première CAN et atteint directement la finale de la compétition. Quelques heures plus tard, au stade Moulay El Hassan, le Cameroun et le Maroc se sont livrés un véritable bras de fer. Après 120 minutes sans but, les deux équipes ont dû se départager au tir au but.
Le tournoi intervient dans la dernière minute de prolongation. Le Maroc obtient un penalty, mais la gardienne camerounaise Mecheila Biena repousse la tentative. Lors de la séance, elle se montre encore décisive en arrêtant 3 tirs marocains. Le Cameroun s'impose finalement 3 tirs au but à 1 et élimine le pays hôte. Le Cameroun rejoint ainsi le Malawi en finale pour une affiche inédite qui opposera 2 sélections en quête d'un premier sacre continental. Le rendez-vous est donc pris pour le 16 août prochain à partir de 20h GMT. Changeons de discipline à présent pour parler de l'Afro-Basket U18 2026 chez les garçons. Les Aiglons du Mali ont brillamment imité leur homologue féminine en décrochant leur billet pour le dernier carré de l'Afro-Basket U18 2026. Opposés à une équipe tunisienne déterminée en quart de finale, les jeunes basketteurs maliens se sont imposés sur le score de 66-55. Cette victoire marque un 4e succès consécutif pour le Mali, actuel détenteur du titre, confirmant ainsi son statut de prétendant sérieux au sacre continental. En demi-finale, ils affronteront le Sénégal, vainqueur du Madagascar. Une affiche qui promet déjà d'être un moment fort du tournoi avec un enjeu capital pour une place en finale. Écoutons quelques réactions d'après-match au micro de Alou Sidibé, notre envoyé spécial à Abidjan. Ce qui n'a pas marché, je trouve. Ensuite, je trouve qu'on s'est un peu relâché deuxième mi-temps et qu'on n'a pas été assez dur. Et que je trouve qu'on s'est un peu laissé intimider face à l'équipe du Mali. Ils ont été meilleurs que nous en deuxième mi-temps. Moi, je trouve qu'en première mi-temps, on a été meilleurs. Il nous reste encore 1 ou 2 matchs pour la 5e place. Et on va tout faire, on va se donner à fond jusqu'à la fin. Et voilà, très déçu du résultat surtout. Il faut le rappeler, c'est un match de quart de finale d'Afro-Basket. Il faut attendre 2 ans pour participer à l'Afro-Basket. C'est différent des matchs de stade de la compétition. On n'a pas de préférence, on n'a pas de choix. Je crois que c'est le dernier carré. Toutes les équipes qui vont accéder à ce dernier carré, c'est des équipes qui ont tout fait. C'est des équipes, les enfants aussi participer, qui se donnent à fond, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Il faut qu'ils se donnent à fond pour écrire leur propre histoire. Voilà, accéder à une finale de Coupe d'Afrique, se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est historique. Donc je pense qu'ils vont tout donner, ils sont conscients de ça. Quel que soit l'adversaire qu'ils vont rencontrer, ils vont jouer comme d'habitude, avec le plus grand sérieux, avec la concentration et la sérénité pour essayer de venir à bout de l'équipe. Ce qu'on est en train de faire ici, comme je dis avec humilité, ce n'est pas surprenant. On est dans les petites catégories, on est les leaders en termes de trophées dans ces catégories-là, peut-être en U18 avec l'Égypte, qui est aussi un grand pays de formation de basket. Donc on n'est pas surpris de ce qui est en train de se faire et on pense que s'il plaît à Dieu, les 2 trophées dont on est détenteur retourneront au Mali. Fin donc de cette session d'information. Prochain rendez-vous demain, 19h, toujours sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. À très bientôt.